Bienvenue à toutes et tous. En attendant que tout le monde soit connecté, on vous invite à participer au sondage sur le chat en répondant à la question « Est-ce que vous avez déjà entendu parler des capabilités ou d'Amartya Sen ?» Je vous laisse quelques minutes pour répondre. On va se laisser de toute façon 2-3 minutes avant de démarrer concrètement ce webinaire. Et puis, en plus du sondage, si vous voulez partager avec nous, pour ceux qui sont déjà connectés, d'où vous êtes, vos sujets RH du moment, n'hésitez pas, ça nous permettra de savoir qui participe à ce webinaire. On attend vos réactions. Il y a peut-être des Nantais, sachant que nous, LGP Conseil, nous sommes un cabinet de conseil basé à Nantes. Peut-être qu'il y a des Nantais, peut-être d'autres villes aussi. Oui, Claire, tout à fait. Vous êtes au bon endroit. On va bien parler de cette idée d'approche par les compétences, mais aussi des capacités. Exactement. Alors, Paris. Merci Emmanuel. Lille, en fait, la France est représentée, super. Angers, voisine, oui, effectivement. Seine-et-Marne, région parisienne aussi. Très bien, je vois que le sujet intéresse partout, super. Couverture nationale aujourd'hui. On va attendre encore. Peut-être pouvoir démarrer tranquillement, qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Alors, je propose qu'on démarre. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et merci pour vos réponses dans le chat. On est vraiment ravis de vous accueillir à ce webinaire sur les capacités, cette notion qui vient un peu bousculer le monde des RH et de la formation professionnelle. Alors, je vois que pour une grande majorité d'entre vous, vous allez vraiment découvrir des choses aujourd'hui puisque vous ne connaissez ni ce concept des capacités ni Amartya Sen, donc on aura l'occasion d'y revenir dans ce webinaire. Je me présente, je suis Coralie, consultante formatrice au sein de LGP Conseil et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Camille Alluit, consultante et coach au sein du cabinet. Bonjour Camille. Bonjour Coralie et bonjour à toutes et tous. On est ravis de partager ce moment avec vous et nous espérons que ce webinaire nous permettra de mieux comprendre cette approche par les capacités, comme vous êtes beaucoup à ne pas encore connaître cette approche, son intérêt par rapport à l'approche très traditionnelle des compétences, donc comme ça a été demandé, oui, on va aborder ce sujet aussi, et comment on peut mobiliser cette approche par la capacité dans son entreprise. Alors, on vous invite à poser vos questions tout au long de ce webinaire via le chat. Cynthia et Simon, qui sont à nos côtés, pourront soit vous répondre en live, soit collecter les questions et nous y reviendrons en fin de présentation. Et puis, on en profite aussi pour vous dire qu'on vous mettra le support à disposition une fois le webinaire terminé. Alors, Coralie, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'une partie des personnes qui sont connectées ont peut-être été surprises ou interpellées par le choix de notre titre. Est-ce que les compétences, c'est vraiment fini? Alors évidemment, c'est un peu trop simple de répondre par oui ou par non. Ce qu'on peut dire, c'est que l'approche par les compétences, elle a été très utile. Mais aujourd'hui, elle semble atteindre ses limites. Alors, en parlant de limites, je vous propose qu'on regarde 3 chiffres. Le premier, c'est 12 à 18 mois. 12 à 18 mois, c'est la durée de vie moyenne d'une compétence technique aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, en 1987, quand on était dans l'âge d'or des compétences, cette durée de vie était estimée à 30 ans. Et si on parle des compétences liées au numérique, cette durée de vie est encore plus basse puisqu'elle passe de 6 à 12 mois. Exactement. Le deuxième chiffre qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui, c'est 67%. Aujourd'hui, on estime à 67% la part des salariés qui estiment que leur métier évolue trop vite pour eux. Et enfin, le dernier chiffre, c'est 6%. 6% seulement des salariés qui se déclarent engagés au travail aujourd'hui. Ok, et du coup, c'est quoi le lien entre ces chiffres et le thème de notre webinaire? Eh bien, ces chiffres, ils reflètent les enjeux actuels des entreprises.
12 à 18 mois de durée de vie moyenne pour une compétence, 67% des salariés qui trouvent que leur métier évolue trop vite. Cela illustre d'abord l'obsolescence de plus en plus rapide des compétences, mais également la réelle difficulté à anticiper ce que seront les métiers de demain et donc les compétences de demain. Quant aux 6% de salariés qui se déclarent engagés, cela évoque le fameux mouvement de désengagement que vous avez peut-être perçu, vous, en tant qu'entreprise. On a parlé d'épidémie de flemme dans une étude IFOP. Et justement, l'approche par les capabilités, elle ambitionne de venir donner de nouveaux leviers face à ces enjeux. Et ça, Camille, c'est précisément ce qu'on va détailler dans ce webinaire. Oui, exactement. Donc, ce webinaire va se dérouler de la façon suivante. Nous allons, dans un premier temps, définir ce que sont les compétences et les capacités. En second lieu, nous verrons les limites de l'approche par les compétences et les leviers qu'offre l'approche des capacités pour répondre aux défis actuels. Ensuite, on vous donnera des clés pour mettre en place un environnement de travail capacitant. Et on terminera par s'intéresser à un outil de mesure de la perception qu'ont vos collaborateurs de leur environnement de travail. Alors Coralie, est-ce que tu peux commencer par définir ces termes de compétences et de capacité, s'il te plaît? Alors je vais essayer de relever le défi, mais en 1992, on comptait déjà pas loin de 50 définitions différentes de la compétence. Alors aujourd'hui, on a un peu de recul et en général, quand on parle de compétences en entreprise, la définition qui est retenue est la suivante. Il s'agit d'une combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être qui sont mobilisés par un individu en situation pour réaliser une tâche donnée. Alors, en réalité, il y a 3 caractéristiques à retenir de la compétence. La première, c'est qu'elle joue le rôle d'interface. Elle va relier savoir et activité. La deuxième, c'est qu'elle est rattachée à un individu. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est qu'elle combine des ressources internes à l'individu et externes à l'individu. En fait, c'est l'idée qu'on n'est jamais compétent dans l'absolu, mais bien compétent dans une situation donnée. Ok, du coup, ça me paraît très clair sur ce qu'est une compétence, et donc les capacités, c'est quoi? Alors, si la compétence a tout de suite été pensée pour l'entreprise, la capacité, elle vient des travaux d'un économiste, Amartya Sen. C'est celui qu'on vous a évoqué dans le sondage au début de ce webinaire. Amartya Sen, il a obtenu un prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les capacités en 1998. C'est lui qui a imaginé l'IDH, l'indice de développement humain. Et le point de départ de sa réflexion, c'est de poser comme idéal la liberté réelle de chaque individu à être et à faire ce à quoi il aspire. Son approche à Amartya Sen, elle vise à réduire les inégalités sociales. Il met en avant que 2 individus qui ont accès aux mêmes droits ou aux mêmes ressources ne vont pas forcément avoir les mêmes opportunités réelles de les utiliser. Cela va dépendre de leur liberté d'action et de leur liberté de choix. J'en arrive à la définition des capacités. Les capacités, on peut les définir de la façon suivante. Ce sont les capacités d'action réelles des individus, c'est-à-dire un ensemble de possibilités de choisir et d'agir. Ok, ça vous paraît peut-être abstrait comme ça, les capacités, mais je vous propose qu'on prenne un exemple très simple pour les illustrer. Dans un pays, vous avez le droit de vote, donc l'ensemble des habitants a le droit d'aller voter. Mais entre un habitant qui sait lire le programme, par exemple, ou qui habite proche d'un bureau de vote, et un habitant qui ne sait pas lire et qui va être justement habité dans un village reculé, on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités réelles d'aller voter. Maintenant qu'on a posé les définitions, je propose qu'on aille voir d'un peu plus près ce que ça implique concrètement en entreprise. Et pour bien comprendre leurs contours et spécificités, on vous propose avec Coralie un petit voyage dans le temps. Parce que comprendre ces approches, c'est avant tout comprendre à quels enjeux elles cherchent à répondre. En fait, on pourrait découper l'histoire des organisations en 3 grandes périodes. La première, celle de la révolution industrielle. La deuxième qui débute au début du XXe siècle. Et la troisième, aujourd'hui, au XXIe siècle. Exactement. En fait, l'entreprise est née avec l'industrialisation.
Et à l'époque, pour organiser le travail de manière efficace, on va le découper en gestes simples. C'est ce qu'on appelait les organisations scientifiques du travail. À l'époque, travailler peut se résumer de la manière suivante. On a l'école bleue, donc les ouvriers, qui doivent respecter à la lettre des modes opératoires qui ont été écrits par les cols blancs. Donc on a d'un côté des ouvriers qu'on va appeler non qualifiés et de l'autre, ce qu'on peut considérer un peu comme les ancêtres des managers. Ok, donc si je résume la logique de cette époque, n'importe qui peut occuper n'importe quel poste de travail. L'individu, finalement, n'est pas vraiment considéré. Oui, et cette logique-là, elle va être remise en question au début du XXe. Alors, d'abord parce qu'il y a la crise de 1929, mais aussi les chocs pétroliers, la mondialisation, et enfin l'arrivée de l'informatique qui vont soulever de nouveaux enjeux. Qualité, flexibilité, innovation deviennent essentiels. Et face à ça, un bon professionnel, ça ne se contente plus de suivre un mode opératoire. Il doit être capable de s'adapter, de faire mieux et plus vite. Et on va aussi se rendre compte à cette époque que l'individu contribue directement à la création de valeur ajoutée. Et c'est précisément ça que la notion de compétence incarne. La vraie nouveauté, c'est que la compétence appartient à l'individu. Et comme l'individu participe à la création de valeur ajoutée, l'entreprise a tout intérêt à investir dans le développement des compétences de ses salariés. C'est à cette époque qu'on va commencer à parler de capital humain. Donc là, ce que je comprends, c'est que c'est très différent. On est plutôt dans une logique gagnant-gagnant. L'entreprise met les moyens pour développer les compétences, ce qui sécurise l'employabilité des salariés, et en échange, les salariés mettent leurs compétences au service de leur entreprise et de sa performance. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va mettre en place des services dédiés aux ressources humaines. Ces services, ils sont chargés de piloter les fameuses démarches de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais tout ça, c'est plutôt positif, non? Cette approche par les compétences, elle a permis de développer la formation et de faire évoluer le rôle des managers. Ils sont passés d'un rôle de contrôle du respect des procédures à plutôt un rôle d'accompagnement de leurs équipes. Ils leur donnent les moyens de faire leur travail. Alors c'est quoi le problème avec l'approche par les compétences? En fait, le problème de l'approche par les compétences, c'est qu'on est resté dans une conception du travail prescrit, le même qu'à l'époque de l'industrialisation. Donc on retrouve d'un côté l'encadrement, c'est-à-dire les RH et les managers, qui vont penser le travail et identifier les compétences nécessaires. Et de l'autre, on retrouve les salariés qui doivent développer et utiliser les compétences définies pour accomplir les objectifs qu'on leur a fixés. Ok, mais pourtant, le but, c'est de donner les moyens aux personnes de bien faire leur travail. Donc les compétences, elles traduisent bien ce dont a besoin un salarié pour être capable de réaliser ses activités. Oui, et l'approche par les compétences, elle a permis de vrais progrès. Mais un des problèmes, c'est qu'on part du principe qu'il suffit de donner l'accès à la formation pour que cela donne l'opportunité à un individu de développer ses compétences. Et puis, en plus de ça, on va évaluer si le collaborateur a développé ses compétences uniquement en regardant s'il produit mieux ou plus efficacement. Le problème avec ça, c'est qu'on ne regarde pas si l'individu est dans de bonnes conditions pour suivre sa formation ou encore s'il peut mettre en œuvre ce qu'il a vu au cours de cette formation. Par exemple, si un collaborateur suit une formation à la gestion de projet, et le parcours de formation, comme souvent, prévoit une intercession pendant laquelle les participants doivent réaliser un travail en binôme. Ils ont besoin à peu près de 2 heures pour le faire. Eh bien, si les managers ne leur libèrent pas du temps, une grande partie des participants ne fera pas ce travail et passera à côté d'un élément important de la formation. Cet exemple montre bien que ce n'est pas uniquement la faute du collaborateur, mais que cela dépend aussi de ses conditions de travail. Oui, exactement. Et enfin, une dernière limite avec cette approche par les compétences, et si vous êtes RH ou manager, vous qui nous regardez, vous devez en avoir une assez bonne idée, c'est qu'on a de plus en plus de mal à identifier les compétences dont auront besoin les salariés demain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne sait déjà pas à quoi ressembleront les métiers de demain. Il n'y a qu'à voir les débats actuels sur l'intelligence artificielle, c'en est le parfait exemple. Ok. Je comprends mieux. Donc finalement, le problème, c'est qu'on ne regarde pas tous les facteurs qui peuvent influencer le développement
et l'utilisation des compétences. Exactement. En fait, si on devait résumer, pendant la révolution industrielle, on a regardé comment on pouvait découper le travail sans prendre en compte les salariés. À l'inverse, avec l'approche par les compétences, on s'est focalisé uniquement sur l'individu et sur les compétences qu'il devait développer pour bien faire son travail, mais on a oublié de regarder l'environnement de travail. Ok, je vois où tu veux en venir. Donc plutôt que d'opposer et d'analyser séparément l'environnement de travail et les individus, les entreprises auraient finalement intérêt à regarder les deux ensemble. Exactement, et c'est ça que permet l'approche par les capacités. Elle permet de regarder, d'aller analyser l'interaction, c'est-à-dire la rencontre entre l'individu et son environnement. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il faut mettre les compétences à la poubelle? Alors non, les compétences, ça reste important parce qu'il s'agit de ressources essentielles pour l'individu. Par contre, la démarche compétence, elle a ses limites. Et face à cela, les capacités proposent de poser un nouveau regard sur l'homme au travail. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'approche par les capacités dans une entreprise? Parce que l'idée de départ, notamment d'Amartya Sen, de cette approche, du coup, c'était plutôt de l'utiliser à l'échelle d'un pays, non? Oui, exactement. En fait, cette approche, elle a été transposée dans le monde du travail par les ergonomes, notamment, les personnes qui sont justement spécialisées dans l'analyse d'un environnement de travail. En entreprise, on va parler d'environnement capacitant pour désigner ces environnements qui développent les capacités. Donc en fait, ce sont des environnements qui facilitent la mise en capacité d'agir des personnes. Je vais vous prendre un exemple. Une entreprise recrute une salariée malentendante. Cette salariée est conviée aux réunions de projet. L'entreprise sera dite capacitante si elle met en place les conditions qui vont permettre à la salariée de réellement participer à la réunion. Elle doit tenir compte de son handicap et adapter ses pratiques en réunion. Sinon, la personne recrutée ne peut pas suivre la réunion et donc ne peut pas participer. Alors concrètement, ça voudra dire qu'il faut que l'entreprise mette en place peut-être une interface spécifique ou au moins qu'elle veille à ce que chacun prenne la parole à tour de rôle et articule pour que la salariée malentendante puisse lire sur les lèvres, suivre la réunion et participer. Un environnement capacitant, si on doit résumer, c'est un environnement qui réunit 3 caractéristiques. La première caractéristique, cet environnement doit être soutenable, c'est-à-dire qu'il préserve les capacités futures d'action des individus. On est ici plutôt dans le registre de la prévention de la santé physique, via notamment tout ce qui concerne la sécurité au travail, et la prévention de la santé mentale, avec tout ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux. Et cela s'incarne par une culture managériale du soutenable, c'est-à-dire des objectifs définis qui sont réalistes et réalisables, et une charge de travail régulée. Exactement. La deuxième caractéristique d'un environnement capacitant, c'est qu'il soit équitable. On l'a dit, le but de cette approche, c'est de réduire les inégalités. Et pour ça, on va chercher à faire disparaître les obstacles de conversion, ou en tout cas, les limiter au maximum. Cela suppose de prendre en compte les différences et de compenser les handicaps. Ces handicaps, ils peuvent venir de l'histoire de vie de la personne ou être le résultat de l'influence des codes sociaux. Le plafond vert est un excellent exemple de handicap dans une entreprise. L'idée, c'est d'adapter les moyens mis en place aux individus. Enfin, la troisième caractéristique de cet environnement capacitant, c'est qu'il soit développemental, c'est-à-dire qu'il permette d'élargir les possibilités d'action. Comment? D'une part, en développant les capacités, d'autre part, en positionnant dans l'organisation ce que l'on peut appeler les facteurs de conversion. Oui, alors qu'est-ce que c'est ces facteurs de conversion? Là encore, on va prendre un exemple, ce sera plus clair. Si vous envoyez votre collaborateur en formation, vous allez développer ses capacités. Et ensuite, si vous mettez à sa disposition un tuteur ou que son manager peut l'accompagner à réutiliser ce qu'il a vu en formation, alors vous avez là des facteurs de conversion. En fait, un facteur de conversion, c'est un moyen que vous mettez à disposition pour aider la personne à transformer ses capacités en possibilités réelles d'action. Ok. Maintenant qu'on a mieux cerné l'approche par les capacités, quel intérêt je peux avoir, moi en tant qu'RH, en tant que manager par exemple, à la mettre en place dans mon entreprise? Avec Aurélie, nous avons identifié 6 bénéfices qu'on va vous partager.
car développer les capacités, c'est un levier de performance qui impacte les 6 dimensions que vous avez à l'écran. Alors, la première, ça va être l'engagement social. L'idée, c'est que les capacités s'inscrivent au service d'une politique inclusive et qu'elles vont sécuriser un environnement, on l'a dit, soutenable. Donc, l'approche par les capacités s'inscrit directement dans le volet social de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Deuxième dimension sur laquelle vous allez pouvoir agir avec l'approche par les capacités, c'est la marque employeur. Cela permet en effet de proposer un projet où le sens au travail, le bien-être et le développement sont au cœur de la stratégie. Cela répond aussi aux attentes des personnes sur le marché du travail aujourd'hui. Oui, tout à fait. Troisième levier sur lequel vous allez pouvoir agir, c'est l'engagement des collaborateurs. Parce qu'avec l'approche par les capacités, vous allez inviter vos collaborateurs à participer à la définition du projet d'entreprise et ce projet sera aligné avec leurs valeurs. Ils vont avoir envie d'y participer activement et durablement, bref, de s'engager. Quatrième levier, la capacité à évoluer. C'est au cœur de l'approche par les capacités qui vise à s'assurer de donner des opportunités à chacun de se développer d'une manière qui fait sens pour lui. Aujourd'hui, c'est vraiment indispensable dans des environnements qui sont de plus en plus instables et complexes. Cinquième levier, c'est le capital immatériel. Alors, dans le capital immatériel, on trouve notamment ce qu'on appelle les dynamiques humaines. Cela n'apparaît pas au bilan de votre entreprise et pourtant, ça peut faire une vraie différence. Si vous prenez des équipes qui sont soudées et engagées ou à l'inverse, des équipes où le stress et le conflit sont omniprésents, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Et les capacités, elles viennent soutenir la cohésion, le développement et l'engagement des équipes. Sixième dimension, vous pouvez agir sur les coûts cachés. En misant du coup sur un environnement soutenable, on diminue de fait l'absentéisme, le turnover. Or, comme vous le savez, ces phénomènes ont des coûts élevés. Les salaires versés aux absents, le recours à l'intérim, tous les recrutements qu'il faut mettre en place. Donc, les capacités permettent de réduire ces coûts en offrant un environnement de travail sain. Maintenant, je l'espère que vous êtes convaincus, on l'espère avec Coralie, que vous êtes convaincus de l'intérêt de développer les capacités. On se dit qu'il est peut-être intéressant de vous donner des pistes et des clés pour inscrire votre entreprise dans cette démarche. Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a certainement déjà des initiatives ou des actions au sein de votre entreprise et qui s'inscrivent dans cette démarche des capacités. Finalement, ce qu'on va vous proposer, ça va surtout être d'enrichir vos pratiques. Alors, imaginez que vous vouliez embarquer vos collaborateurs sur un nouveau projet. Pour ça, vous souhaitez mettre en place des ateliers collaboratifs. Maintenant, il va falloir s'assurer que les personnes de l'équipe peuvent réellement participer activement à ces ateliers. Comment? Eh bien déjà en leur dégageant du temps pour pouvoir y participer, mais également en s'assurant que l'on pourra tenir compte de leurs idées pour faire évoluer le projet. Et au-delà de ces ateliers, l'idée c'est aussi de mettre en place d'autres moyens avec l'approche par les capacités, comme une communication régulière ou des formations en lien avec les impacts du nouveau projet. En fait, l'idée d'une approche par les capacités, ça va être déjà de mettre à disposition différents types de ressources pour s'assurer qu'on va toucher tout le monde. Et la deuxième chose, c'est de vérifier que les personnes peuvent effectivement utiliser ces ressources dans de bonnes conditions. Finalement, on peut voir cette approche comme une grille de lecture dont vous pouvez vous servir pour analyser les actions que vous menez. L'idée, c'est toujours d'essayer de se questionner sur la pertinence des ressources mises à disposition et de vérifier s'il n'y a pas d'obstacle à leur utilisation. On va prendre un exemple pour illustrer comment analyser une situation sous le prisme des capacités. Par exemple, vous souhaitez favoriser la veille au sein de votre équipe. Du coup, vous avez mis à disposition une bibliothèque en libre accès dans l'open space. Malheureusement, vous constatez que seuls quelques collaborateurs utilisent les ouvrages mis à disposition. Vous pourriez éventuellement reprocher à vos salariés de ne pas utiliser la ressource que vous avez mis à leur disposition. Ou alors, avec cette approche par les capacités, vous pouvez vous demander ce qui peut expliquer que certains ne se servent pas de la bibliothèque. Vous allez regarder, du coup, s'il y a des obstacles qui freinent, voire empêchent l'utilisation de cette ressource. Est-ce que des personnes ont du temps dédié à la veille, par exemple?
Est-ce qu'ils ont l'occasion de partager leurs recherches pour les motiver à justement faire cette activité de veille? Est-ce qu'ils ont un espace pour lire au calme? Est-ce qu'il y a d'autres ressources, comme par exemple une bibliothèque en ligne, pour leur permettre de faire la veille plutôt en télétravail? Est-ce qu'il y a d'autres formats, comme des conférences ou des webinaires pour des personnes qui ne seraient pas à l'aise avec la lecture? Il y a vraiment plein de questions à se poser pour comprendre ce qui fait obstacle à l'utilisation de cette ressource en particulier. Et donc, il est pertinent de se pencher sur les facteurs de conversion, comment leur donner l'opportunité et faciliter cette activité de veille. Souvent, comme on l'a vu dans nos exemples, dans nos propositions, proposer des ressources variées et des modalités ou canaux différents est un bon moyen de tenir compte des préférences de chacun. Oui, alors plus globalement, mettre en place une approche par les capacités, cela suppose d'ouvrir des espaces de discussion sur le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela peut être faciliter les échanges avec son manager, mettre en place des espaces collaboratifs, mais aussi favoriser le partage de pratiques ou démocratiser l'accès à la formation. En fait, il s'agit, avec l'ouverture de ces espaces de discussion sur le travail, de vérifier régulièrement la cohérence entre l'environnement de travail proposé et les besoins de chacun. Et en plus, ces moments de partage, de discussion, ils permettent le développement de tous vos collaborateurs. Un bon moyen aussi qu'on peut vous proposer pour évaluer si vous avez mis en place un environnement capacitant, c'est de voir comment l'environnement de travail est perçu par vos collaborateurs. Chez LGP, on a développé un outil qui s'appelle Mon EDH. Oui, alors sur le site monedh.com, vous allez pouvoir mesurer votre empreinte de développement humain. C'est un peu la même idée que quand vous mesurez votre empreinte carbone. En fait, il s'agit de mesurer la perception des collaborateurs à travers une enquête. Cette enquête, elle est rapide, le questionnaire il prévoit 24 questions et surtout, mesurer son empreinte est gratuit. Vous vous connectez, vous créez votre compte, vous lancez la campagne et ensuite, vous recevez un rapport. Et ce rapport, il est sur une échelle de Likert à 6 niveaux. À partir de là, vous avez votre empreinte développement humain. Et ensuite, eh bien, il va s'agir d'essayer de comprendre ce qui fait que les collaborateurs expriment tel ou tel niveau sur les différents items. L'idée derrière, c'est d'aller identifier ces fameux facteurs et handicaps de conversion et d'agir là où c'est pertinent pour vos collaborateurs à un instant T. Pour conclure, chaque individu est un potentiel. Il détient des capacités, des ressources internes issues de ses expériences de vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Autrement dit, vous avez des individus qui savent faire des choses très différentes selon leur trajectoire. Mettre en place une approche par les capacités, c'est regarder ce que chacun peut réellement faire, ce que chacun a la possibilité ou l'opportunité réelle de faire. C'est aller interroger les valeurs, les processus, les pratiques, les discours de l'organisation et se poser la question, est-ce que cela permet à chacun de mettre en œuvre et de développer son potentiel ou est-ce que certains de ces éléments font obstacle à la participation des collaborateurs? Oui, l'objectif, c'est de multiplier les facteurs de conversion, c'est-à-dire d'augmenter tous les mécanismes, les pratiques, mais aussi les acteurs qui donnent une chance réelle à chacun de participer. Et d'éliminer le plus possible, à l'inverse, les obstacles de conversion comme le manque de temps ou le plafond de verre. Autrement dit, avec une approche par les capacités, il s'agit de s'assurer que non seulement les individus savent faire, mais aussi qu'ils peuvent faire. Cela suppose également, et c'est important, de reconnaître leur liberté de choix. In fine, il relève toujours du libre arbitre de chacun de choisir de participer ou non au projet d'entreprise. Mais vous avouerez que les chances sont quand même plus grandes qu'ils choisissent de participer si vous leur en donnez l'opportunité et que vous le valorisez. Exactement. On arrive maintenant à la fin de notre présentation. Je vous propose qu'on prenne un temps toutes les deux pour répondre à vos questions. Peut-être qu'il y en a dans le chat, on va aller regarder les questions que vous avez pu poser. Alors, on a dû être très très clair si vous n'avez pas de questions. Compétence et consonant avec compétition. Oui, c'est vrai que souvent, en tout cas, il y a un lien très fort entre compétence et performance.
C'est vrai que la capacité, elle a une approche là-dessus un peu différente. On ne se centre pas uniquement sur le résultat final, mais plutôt sur le processus en lui-même de développement de la personne. Exactement. Si vous êtes sur votre lieu de travail... C'est plutôt des soucis techniques après, j'ai l'impression. Ok. Alors, si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va conclure ce webinaire. Merci à toutes. Attends, il y a une question? Il y a une question qui est arrivée? Ah, très bien. Heureusement qu'on a nos collègues qui sont là pour nous aider dans le chat. Alors, quelqu'un nous demande si cela signifie qu'il faut arrêter de former à de nouvelles compétences. Je vais répondre. Vas-y, je t'en prie. Comme on l'a dit, les compétences, ça reste important. Ce sont des ressources pour les personnes, d'accord? Par contre, l'idée, c'est qu'on va se dire que tout ne se joue pas pendant la formation, mais qu'il faut bien essayer d'aller regarder avant la formation, et bien de quoi a vraiment besoin mon collaborateur déjà, et est-ce qu'il va être dans de bonnes conditions pour aller suivre cette formation, mais également d'essayer de suivre ce qui va se passer après la formation. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de facteur de conversion. Et c'est là aussi que justement les managers jouent un rôle qui est essentiel, puisque eh bien, tout simplement, en prenant le temps d'échanger avec leurs collaborateurs, de voir ce qui s'est produit pendant la formation, de voir peut-être quelles pratiques il peut être mis en place au sein de l'entreprise. Tout ça va permettre de concrétiser ce qui a été vu pendant la formation. Donc, bien sûr, on n'oppose pas compétences et capacité. L'idée avec les capacités, c'est simplement d'aller plus loin et de vraiment prendre en compte tout l'environnement. J'espère que ma réponse était claire. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà adopté le modèle de la capacité? Alors, on n'a pas de statistiques précises à vous donner sur le sujet. Et on fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a plein d'entreprises qui, au quotidien, mettent en place des mécanismes, des pratiques qui vont faciliter, en tout cas, le développement de ces capacités. Toutes celles qui essayent de prendre en compte les notions de sens au travail, de bien-être, tous ceux qui vont essayer exactement de former des managers, de mettre en place des tuteurs. Tout ça, c'est déjà un premier pas vers l'approche par les capacités. Alors, je crois qu'on a d'autres questions. Merci Gwenaëlle pour votre retour. Alors, autre question pour moi qui suis RH. Qu'est-ce que cette approche va changer? Je vais donner un élément de réponse, je verrai sur la sécurité, mais effectivement, l'idée, comme on l'a dit, c'est qu'il y a certainement des choses que vous mettez peut-être déjà en place. Ce qui change avec les capacités, je pense que c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est d'avoir un peu cette grille de lecture, peut-être cette prise de hauteur aussi sur certaines initiatives que vous pouvez mener pour identifier est-ce qu'il y a des facteurs de conversion, des obstacles de conversion. Donc, c'est pas forcément un changement radical, mais c'est plutôt dans l'approche, prendre un peu de hauteur si on peut, et ouvrir aussi des espaces, ce qu'on a dit, des espaces d'échange autour du travail, être à l'écoute aussi des retours des collaborateurs, se rendre peut-être davantage disponible. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Je ne sais pas ce que vous faites vous dans votre quotidien, mais en tout cas, voilà, c'est pas remettre en question toutes les pratiques RH, bien au contraire. Au contraire, c'est plutôt prendre de la hauteur et essayer d'analyser un peu différemment les actions et l'environnement, comme on l'a dit, pour en faire un environnement le plus capacitant possible. Tout à fait. En entretien annuel, faut-il prendre en compte les capacités? Alors, les capacités, vous allez finalement les prendre en compte tout au long de l'année. L'entretien annuel, c'est effectivement un moment clé d'échange sur le travail avec votre collaborateur et ça peut être un bon outil pour commencer à récupérer un petit peu ce dont il a besoin, ce qu'il perçoit comme étant à sa disposition dans l'entreprise pour l'aider à se développer, éventuellement aussi la direction dans laquelle il veut aller. Mais ça ne se jouera pas uniquement à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire ça très régulièrement et à travers des dispositifs très variés pour essayer de mettre en place une culture finalement des capacités au quotidien.
Alors, par rapport à l'esprit de la loi de 2018, effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on espérait avec cette loi. L'idée, c'était de développer la formation pour tous. C'est aussi à ce moment-là que c'est pas mal développé le dispositif de la FEST, la formation en situation de travail. Je pense que simplement, cette loi, elle restait dans une approche qui misait tout sur les journées de formation en elles-mêmes. Et c'est vrai qu'avec l'approche par les capacités, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que le développement des personnes ne se joue pas que pendant les temps de formation, mais bien que c'est quelque chose qui se joue au quotidien dans l'entreprise. Je pense qu'on peut prendre un exemple très concret pour Camille et moi. L'animation de ce webinaire, c'est aussi un moyen finalement de nous développer, d'aller faire de la recherche, d'améliorer, on espère en tout cas, notre prise de parole en public. Donc, vous voyez qu'il y a plein de dispositifs différents qui permettent vraiment d'aller travailler ces capacités. La capacité permet de mieux anticiper les compétences futures nécessaires. Ah, vaste sujet. Comme on l'a mis en avant avec les chiffres au démarrage, l'idée c'est de dire qu'en fait ça devient quasiment impossible de prévoir à moyen terme, long terme l'évolution des compétences avec voilà, notamment le développement de l'intelligence artificielle. Et du coup, l'idée c'est justement de sortir potentiellement uniquement de cette logique de je vais essayer de prévoir les compétences futures, mais plutôt d'armer vos équipes avec cette capacité d'innovation, cette agilité, on en a parlé aussi, cette collaboration qui fait qu'on échange et qu'on grandit aussi en échangeant avec son manager, son équipe, pour pouvoir s'adapter à cet environnement. En fait. C'est comme prédire devient quasiment impossible, comment j'arme mes salariés pour qu'eux-mêmes soient suffisamment armés, comme je disais tout à l'heure, je reviens avec ça, les armes, pour grandir dans un environnement très mouvant. Voilà. Tout à fait. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je peux vous encourager à aller voir peut-être le webinaire sur les compétences psychosociales parce que les deux sont assez liés. Les compétences psychosociales, c'est notamment effectivement des compétences pour le coup. Donc vous voyez qu'on n'est pas fermé à cette idée-là. Mais ce sont des compétences un peu particulières qui permettent d'équiper une personne à faire face à toutes les situations de la vie. Et donc, eh bien, ça peut être intéressant comme idée, plutôt que de simplement former à utiliser ou à faire quelque chose, de plutôt essayer de développer les ressources en fait des personnes pour qu'elles-mêmes se sentent eh bien, plus à l'aise, plus en confiance pour naviguer dans cet environnement de plus en plus incertain. Exactement. Merci en tout cas pour tous vos retours et participations à questions. Elles étaient très intéressantes. On en profite voilà, pour vous dire que vous pouvez retrouver tous nos webinaires sur notre chaîne YouTube et Webikeo. Au total, c'est 9 webinaires qui abordent la question du développement humain en entreprise. Tout à fait. Alors, si entre deux films de Noël, vous voulez aller voir un petit webinaire, ça dure 30 minutes. Et vous verrez, on a essayé d'aborder cette question du développement humain un petit peu sous plein d'angles différents. Et puis, il nous reste du coup à vous remercier. Participation. Ah oui, on avait oublié. Pardon, on vous invite à évaluer ce webinaire, à le commenter. Et il semblerait qu'on ait encore une question qui se soit soulevée. Okay. Cela sous-entend traduire verbalement en compétences. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir compris la question. En tout cas, l'idée, c'est pas d'essayer de traduire une capacité en compétence. Ce sont deux choses un peu différentes. Par contre, vous pouvez toujours essayer, évidemment, de discuter avec votre collaborateur de ce qu'il aurait besoin en termes de ressources. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que l'idée avec les capacités, c'est de développer plusieurs types de ressources. Les compétences sont seulement une des ressources, mais pas la seule. Donc, ça peut être tout simplement de le questionner plus largement sur ce qui l'aiderait à se sentir mieux équipé pour bien vivre son travail au quotidien. J'espère que ça répondait à votre question. C'est jamais évident par écrit. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt, peut-être. Et merci encore pour votre participation à ce webinaire.